Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sarah, je suis la responsable de communication du réseau Immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Cette série de webinaires organisée par le réseau, le RIFMB, permet de vous informer sur la vie en français au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'éducation francophone dans notre belle province et plus précisément de la scolarité de vos enfants. Nous tenons à vous rappeler que ce webinaire n'est pas une session d'information pour le Nouveau-Brunswick, ni un forum de recrutement. On n'abordera pas non plus les programmes d'immigration, ni les équivalences. C'est vraiment une session pour vous informer sur la scolarité de vos enfants dans la seule province officiellement bilingue au Canada. Le format de ce webinaire sera une présentation faite par nos partenaires du ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance et de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, que nous remercions pour leur présence et intervention aujourd'hui. Pour revenir à la thématique, nous allons parler spécifiquement du système d'éducation francophone dans la province du Nouveau-Brunswick qui est située dans l'est du Canada, le long de l'océan Atlantique. Nos présentatrices vont couvrir différents sujets: l'éducation de la petite enfance, le fonctionnement du système éducatif francophone et tous les services qui vous ont offerts en français. Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter Josée Nageau, directrice de la petite enfance au ministère de l'Éducation et développement de la petite enfance, Marie-Joëlle Bergeron, gestionnaire des dossiers liés aux nouveaux arrivants, relations et diversité culturelle, relations secteur éducatif francophone au ministère de l'Éducation et développement de la petite enfance, et Chantal Varin, directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. À vous la parole, mesdames, en commençant par Josée. Merci. Petite enfance qui sont offerts au sein du ministère et alignés avec les différents districts scolaires. Alors, mais juste avant de commencer, j'aimerais faire peut-être une petite mise en contexte que le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue et qu'au sein de cette province bilingue-là, on va retrouver un système d'éducation avec une dualité. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un système éducatif francophone avec des écoles francophones et géré avec son propre curriculum, ses programmes en français. Et vous allez retrouver la même chose pour le secteur anglophone. La petite enfance n'a pas tout à fait encore cette dualité-là. Par contre, tous les services et les programmes qu'on offre sont accessibles dans les deux langues. Alors, c'est une petite mise en contexte là, pour vous, afin de comprendre un peu où on se situe ici. Alors, aujourd'hui, c'est sûr, on vous parle des secteurs qui sont liés aux services et aux programmes et au système scolaire francophone. Tu peux avancer, s'il te plaît. Moi, je vois encore la même diapo. Merci. Alors, quand on parle de la petite enfance au Nouveau-Brunswick, on parle vraiment des enfants de 0 à 8 ans. Cela suit là, quand même la même définition que bien des provinces canadiennes et territoires, mais aussi des pays de l'OCDE. Alors, on est aligné de cette façon-là. On a notre propre loi sur les services à la petite enfance qui a été proclamée en 2018. Alors, sous cette loi-là, on va retrouver tout ce dont le ministère est responsable en termes de services et de programmes. Et comme je disais tout à l'heure, nos services et nos programmes sont offerts dans les deux langues officielles. Puis, on essaie vraiment d'aligner avec les districts scolaires nos équipes pour qu'on favorise une meilleure transition vers l'école pour les enfants. Alors ici, l'entrée à l'école se passe pour la majorité des enfants à l'âge de 5 ans. Et on a aussi maintenant un portail pour les parents où vous allez pouvoir, puis vous allez voir plus loin, il y a certains liens où vous allez pouvoir aller voir là, où se trouvent ces informations-là. Ce portail-là, ça donne de l'information par rapport à où se trouvent les garderies éducatives, de l'information pour certains services, mais ce portail est continuellement en construction parce qu'on ajoute toujours. Alors, vous allez voir, il y a souvent une évolution à ceci. Alors, pas nécessairement besoin encore d'être ici au Nouveau-Brunswick pour s'inscrire au portail, sauf que, dépendamment, vous allez retrouver l'information sur nos sites web. Alors, j'ai mis tous les liens pour les différents programmes que je vais parler. La prochaine diapo.
Alors, le premier programme que je voulais discuter, c'est celui d'intervention précoce. Alors, à l'intervention précoce, c'est vraiment un programme gratuit et accessible. Puis le but, c'est de réduire les écarts de développement chez les enfants. Alors, ça peut être un écart de développement langagier, socio-émotif, de comportement ou encore de développement global. Alors, ce programme-là vise à faire un dépistage tôt et rapide et aussi de donner des interventions à un moment opportun pour vraiment qu'avant l'entrée scolaire, on aura vu ces écarts-là dans le développement de l'enfant. Et aussi, on va accompagner les parents dans leur cheminement, que ce soit en habileté parentale ou aussi de donner accès à d'autres ressources. Ensuite, celui pour le développement du langage. Alors, ça aussi, c'est un programme gratuit qui est offert et c'est vraiment un programme communautaire en orthophonie. Alors, nous, on l'appelle entre nous, là, Parle-moi. Alors, si vous venez vous établir au Nouveau-Brunswick, vous entendrez le terme Parle-moi. Alors, ce programme-là, c'est vraiment de faire du dépistage, de la sensibilisation, mais aussi de la prévention. Alors, c'est un programme universel et aussi ciblé. Et si jamais il y a d'autres écarts à ce moment-là, il y a un aiguillage vers les services hospitaliers et plus cliniques. Mais c'est un très, très beau programme qui permet non seulement le développement du langage des enfants, mais surtout aussi, là, ça crée des réseaux entre les parents, puis de donner des trucs aussi de comment faire à la maison avec les enfants. On a, dans le passé aussi, on a fait un programme en littératie à la petite enfance. Il y a un petit guide pour les parents. Alors, je vous ai mis le lien là. Vous pourrez le lire à votre guise. Et il y a aussi ce qu'on appelle des programmes en francisation, surtout le district scolaire francophone sud qui offre ces services-là. On appelle ça les francopulles. Alors, c'est pour des familles qui ont peut-être des enfants qui ne parlent pas ou peu ou qui veulent pratiquer le français avant l'entrée à l'école. La prochaine. Alors, les centres de ressources familiales, c'est un partenariat financier avec l'Agence de santé publique aussi du Canada. Alors, c'est un financement de notre province et du Canada. Et ça aussi, c'est quand même important, c'est gratuit aussi. Ils offrent des cours prénataux et de l'accompagnement postnatal. Ils offrent des groupes de jeux par enfants. Eux ont beaucoup un mandat aussi d'aider les habiletés parentales, appuyer les familles vulnérables. Et j'en passe là parce que comme leur panoplie de services est quand même assez large. Alors, puis j'aime beaucoup le petit bébé que j'ai choisi dans la photo. Alors, on va passer à l'autre. Le prochain, c'est à propos des garderies éducatives au Nouveau-Brunswick. Alors, au Nouveau-Brunswick, les garderies où, je ne sais pas comment ça s'appelle mais dans chacun de vos pays, mais il y a parfois les jardins ou les services de garde. Là. Alors, c'est vraiment pour aider les familles à aller sur le marché du travail ou aux études. Alors, au Nouveau-Brunswick, à ce moment-ci, il y a 323 garderies éducatives francophones qui offrent des services en français. Il y en a 192 garderies qui offrent des places pour les 0-5 ans. Alors, pour les plus petits avant l'entrée à l'école et les autres offrent des services qui après l'école. Alors, une fois entre le temps que l'école se termine et que les parents puissent terminer de travailler, il y a aussi une offre de service. La pédagogie du jeu, puis ça, je veux le mentionner parce que c'est comme très important. Ici, au Nouveau-Brunswick, on utilise une pédagogie qui est axée sur le jeu. Alors, on ne va pas apprendre à lire et à écrire de façon formelle avant l'entrée à l'école, mais on va quand même faire l'éveil à la lecture et à l'écriture en garderie éducative. Mais c'est vraiment basé sur un curriculum éducatif et je vous ai mis quelques ressources pour aller voir, alors, entre autres, la ressource qui dit le curriculum éducatif expliqué aux parents qui vous donnera un petit peu plus de détails. Alors, c'est vraiment le respect de l'enfant, de son unicité, de voir développer ses intérêts, ses compétences, surtout d'établir des relations stables et sécures et tous ces éléments-là pour
vraiment établir une belle base pour poursuivre avec ses apprentissages par la suite. Pour le choix d'un établissement, alors l'hyperlien choix, vous pourrez cliquer dessus et là, vous aurez droit à la liste et la panoplie des services offerts. Alors, il y a 2 types de garderies que vous allez retrouver. Il y a des garderies qui sont dans des milieux familiales, alors c'est-à-dire que c'est des éducatrices qui ont des garderies à la maison. Alors, c'est des plus petites garderies à un maximum, dépendamment de l'âge des enfants, à 6 enfants normalement qu'on va retrouver. Et il y a les plus grandes qui, eux, vont être des garderies éducatives qui sont hors d'un domicile d'une personne. Alors, c'est des établissements qui vont varier normalement entre 15 et 60 espaces, qui est le maximum de permis pour un établissement. Alors, vous allez, je ne vais pas vous perdre dans tous les détails, mais vous avez cette option-là de choisir est-ce qu'on préfère un milieu plus familial pour nos enfants ou encore un milieu qu'on appelle centre pour notre enfant. Et le portail des parents, encore là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pourrez cliquer sur l'hyperlien pour y accéder et voir ce que ça a. Pour les subventions aux parents, parce que je l'ai mis rapidement parce que je me dis que vous avez peut-être des questions. Alors, quand les parents qui travaillent ou qui vont aux études ont besoin, peut-être financier, que c'est parce que les frais de garde, vous avez en moyenne, ça va tourner autour pour les moins de 24 mois, autour de 34,92 $. Les enfants d'âge préscolaire, alors de 2 à 5 ans, vont autour de 29 et les enfants d'âge scolaire, 18,45 $ par jour. Alors, pour les familles qui sont peut-être plus économiquement précaires, il y a des programmes de subvention aux parents qui sont offerts. Il y a une échelle qui peut être mobile. Alors, dépendamment du revenu de la famille, ça peut passer de 0 frais de garde pour le parent au maximum que vous voyez là, dépendamment ce que les garderies à laquelle votre enfant est inscrit demandent. Alors, ça vous donne un aperçu. Évidemment, chaque situation est particulière, mais ces programmes-là sont disponibles pour les parents. La prochaine. On a aussi un programme préscolaire en autisme. Alors, ici, tous les enfants au Nouveau-Brunswick, et c'est dans une loi, et dans la loi et le règlement, tous les enfants au Nouveau-Brunswick qui ont un diagnostic clinique qui a été mis par une équipe médicale sur le spectre de l'autisme peuvent recevoir des services très ciblés et personnalisés et intensifs par une équipe d'experts. Alors, ces services-là sont offerts sur une base soit à la maison ou en garderie éducative ou encore en communauté. Alors, mais évidemment, il faut avoir le diagnostic pour pouvoir y accéder. Sinon, une fois qu'on a les éléments en place, c'est gratuit pour ces enfants-là pour obtenir ces services. Ensuite, on a travaillé beaucoup dans les dernières années à vraiment avoir des pratiques inclusives. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va vraiment valoriser les différences culturelles ou les enfants qui ont des besoins particuliers, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Ils vont faire partie aussi de tous nos programmes et nos services et aussi dans les garderies éducatives, on va les retrouver. Alors, vraiment, c'est de vraiment respecter comment l'enfant est, comment il est et à quoi il a le droit, c'est la même chose que tous les autres enfants. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accompagner les fournisseurs de services afin que ces enfants-là se sentent bien inclus et accueillis, puis qu'on respecte ce qu'il est comme personne et être humain. Alors, le plan d'éducation au Nouveau-Brunswick s'appelle « Donnons à nos enfants une longueur d'avance ». Alors, la petite enfance fait partie
de ce plan d'éducation-là qui vise vraiment d'accompagner l'enfant dès sa naissance dans son cheminement. Alors, j'aime bien l'image d'un cerf-volant parce que l'enfant va, dès la base, si on peut lui offrir des bons services et des bons programmes dès le départ, ben, ça lui donne une belle base pour pouvoir s'envoler par la suite. Alors, je vous remercie. Merci, José. On va passer à Marie-Joëlle. Oui, merci José. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi, en soirée pour certains d'entre vous. Je trouve ça fantastique de le virtuel comme ça, de pouvoir être en connexion ensemble, malgré où on se trouve partout dans le monde. Donc, c'est avec grand plaisir là, que je vais vous présenter le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Donc, Stéphanie, peut-être entamer la présentation. Donc, l'éducation, c'est une responsabilité provinciale. Donc, c'est chaque province et chaque territoire au Canada qui va régir son propre système d'éducation. Au Nouveau-Brunswick, c'est le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance à qui revient la responsabilité de superviser l'élaboration et la mise en œuvre du curriculum dans les écoles de sa juridiction. Donc, c'est le ministère qui va veiller au bon fonctionnement du système éducatif là, dans son ensemble. Puis pour ce faire, il va établir différentes politiques qui vont régir finalement le fonctionnement des écoles publiques de la province. Stéphanie? Moi, je vois plus... Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut revenir avant? C'est parce que j'ai mes deux diapos qui se croisent. Puis tu revenir à celle d'avant, parfait, merci. Donc, le Nouveau-Brunswick, comme José l'a mentionné, c'est une province et deux secteurs éducatifs. Donc, on est la seule province officiellement bilingue. Le système d'éducation du Nouveau-Brunswick est structuré et géré selon le principe de la dualité linguistique qui va reconnaître l'existence de deux secteurs d'éducation distincts, anglophones et francophones, de sorte à promouvoir et sauvegarder chaque communauté linguistique officielle. Donc, quand on se pose la question sur l'admission dans un secteur ou dans l'autre, c'est vraiment en fonction des compétences linguistiques de l'enfant qui va déterminer dans quel secteur on va admettre les enfants. Donc, puisque la majorité de la province du Nouveau-Brunswick est anglophone, le système scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick va vraiment permettre aux enfants d'étudier en français au niveau préscolaire et scolaire, tout en favorisant le bilinguisme. C'est vraiment une approche qui va permettre aux enfants de développer leur sentiment d'appartenance à leur nouvelle communauté d'accueil francophone, tout en apprenant l'anglais là, dès le primaire, et ça partout dans la province. Donc, on est fort du bilinguisme, puis le système d'éducation dispose donc d'une expertise, des programmes qui sont reconnus, dont ceux de l'actualisation linguistique en français et de l'anglais intensif qui va permettre de favoriser le développement des compétences langagières fortes, tant en anglais qu'en français. Mon écran, attends, je vais essayer de... Parce que à chaque fois qu'il y a un chat, mon écran disparaît. Donc, le Nouveau-Brunswick est un leader en éducation sur la scène internationale. On occupe en fait une position de choix en matière de leadership pédagogique au Canada et sur la scène mondiale dans plusieurs domaines, notamment l'éducation inclusive, des milieux d'apprentissage sains et positifs, ainsi que le développement de compétences globales. Il y a plusieurs pays qui ont fait appel à l'expertise du Nouveau-Brunswick pour améliorer, dynamiser, renouveler leur système éducatif, et notamment en matière d'inclusion scolaire. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure ce que c'est. Mais en 2022, le Nouveau-Brunswick a été reconnu comme pionnier en inclusion scolaire par l'UNESCO, soulignant ainsi 3 décennies d'efforts pour offrir à chaque enfant la possibilité de jouir d'une éducation appropriée et de haute qualité. L'offre éducative du Nouveau-Brunswick se base sur des approches pédagogiques qui sont novatrices, éprouvées par la recherche, telles que la pédagogie par projet, le développement personnel de l'élève qui le place vraiment au centre de ses apprentissages. La vision pédagogique ici, c'est à être à la fois humaine et citoyenne, puis l'école est vraiment un lieu où on apprend à se connaître et à cultiver ses propres passions. On cultive aussi l'esprit critique, la créativité, l'engagement citoyen et le bien-être des élèves dans tous les aspects de leur vie, en plus de les accompagner dans la réalisation de leur propre potentiel. L'école ici au Nouveau-Brunswick, c'est un lieu créatif et malléable où l'élève est vraiment un acteur de ses propres apprentissages. On accorde une grande importance au bien-être, à la santé mentale, au savoir-être aussi, ainsi qu'à la question du vivre ensemble.
C'est pourquoi on offre un environnement d'apprentissage qui est sain, sécuritaire et inclusif, qui va permettre vraiment à chaque élève de s'épanouir, de prendre sa place et de développer un sentiment d'appartenance. Donc, je vous parlais d'inclusion scolaire. Donc, c'est quoi l'inclusion? Parce qu'on se démarque mondialement par notre inclusion scolaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une philosophie, puis un ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité, de sorte qu'il puisse apprendre avec ses pairs dans un milieu d'apprentissage commun et réaliser son plein potentiel. L'inclusion scolaire, ça repose sur un système de valeurs et de croyances qui sont axées sur le meilleur intérêt de l'élève, puis qui va favoriser la cohésion sociale, l'appartenance, puis une participation active à l'apprentissage, une expérience scolaire complète, ainsi qu'une interaction positive avec les pairs et la communauté scolaire. Je sais que dans certains pays, vous avez peut-être des écoles spécialisées, mais ici, ça n'existe pas. Tout ce beau monde-là, tous les élèves, peu importe qui ils sont, se retrouvent au sein des mêmes classes, comme la diapo suivante. Donc, on inclut tous les apprenants. On va tenir compte des besoins de tous les élèves. Donc, c'est vraiment le système qui s'adapte à leurs besoins et non pas l'inverse. Diapo suivante. Donc, la pédagogie et l'apprentissage. Donc là, on va creuser un petit peu plus là, sur comment ça fonctionne ici. Donc, le système d'éducation, c'est vraiment francophone, c'est doté de différents documents forts qui vont vraiment guider ses visions, puis ce qu'il va vouloir accomplir au cours des prochaines années. Donc, il y a le plan d'éducation de 10 ans et le profil de sortie qui va vraiment viser à soutenir les apprenants dans leur projet de vie et de carrière. Puis ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre modèle sort vraiment du modèle traditionnel. Les enseignants, ils vont plutôt agir comme facilitateurs des apprentissages des élèves. Les élèves sont responsabilisés et actifs dans leur apprentissage. Les enseignants vont davantage les guider dans l'acquisition des connaissances et dans le développement des compétences. Et ce qu'on souhaite à l'issue de leur parcours scolaire, c'est que les jeunes soient épanouis, ouverts sur le monde, outillés pour leur vie professionnelle et citoyenne. Donc, le projet de vie et de carrière. C'est quoi déjà? C'est l'objectif 1 du plan d'éducation de 10 ans, un des documents forts dont je vous inviterai à aller vous renseigner, à aller lire. Puis, on distingue vraiment 4 domaines d'action, soit la découverte de soi, qui en fait permet à tous les élèves dès le primaire de découvrir leurs forces, leurs défis, leurs passions, leurs champs d'intérêt, afin qu'ils soient mieux outillés à prendre des décisions éclairées quant à leur avenir, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est aussi le développement de compétences, donc de permettre à tous les élèves d'évoluer tout au long de leur parcours scolaire dans des environnements d'apprentissage qui vont favoriser l'approche par compétences, puis qui vont permettre la réalisation de tâches complexes, contextualisées et signifiantes. L'offre de cours variée, mais ça va permettre aux élèves du secondaire de suivre des cours qui sont obligatoires ou au choix, qui vont vraiment répondre à leurs besoins, puis qui sont liés aussi à leur projet de vie carrière. Et l'exploration de carrière, c'est que chaque élève puisse finalement avoir l'occasion de vivre régulièrement des expériences qui vont favoriser l'exploration de diverses carrières, ici au Nouveau-Brunswick, dans des domaines variés. Entre autres celles des domaines liés à des métiers, à programmation informatique, etc. Donc, on veut vraiment, par ce projet de vie carrière-là, que les élèves puissent apprendre à se découvrir, apprendre à découvrir leurs passions, leurs intérêts pour leur projet de vie, comme on dit, et de carrière. Et en tant que deuxième, je dirais, grand document fort là, dont s'est doté le système d'éducation francophone, on retrouve le profil de sortie. Puis, le profil de sortie comprend 3 grandes visées. Puis ça permet vraiment de comprendre là, nos valeurs, vers quoi on veut amener les élèves à la sortie là, de leurs études secondaires. Donc, on a vraiment là, vivre une citoyenneté engagée et éthique, qui veut dire de contribuer au bien-être de sa communauté, donner un sens à la société, participer à la société démocratique diversifiée et multiculturelle de la province, examiner des enjeux, adopter une perspective éthique pour le bien commun. En deuxième lieu, on a développé un désir d'apprendre tout au long de sa vie,
Donc, d'acquérir des habiletés et compétences nouvelles toute sa vie, attitude d'ouverture, amélioration des conditions de vie personnelles et collectives, résoudre des problèmes. Et la troisième grande visée, c'est mener une vie équilibrée pour que les élèves puissent développer des compétences durables et interdépendantes, compétences socio-affectives, cognitives, communicatives, adopter des comportements et attitudes pour relever des défis, savoir s'adapter, puis là encore le projet de vie carrière. Donc, on veut vraiment doter les élèves de ce qu'ils ont besoin pour mener à bien leur projet de vie carrière. Donc, le Nouveau-Brunswick comprend aussi des écoles communautaires et entrepreneuriales. Donc, certaines écoles vont s'inscrire dans ce mouvement-là. Puis, c'est quoi exactement? Bien, en fait, c'est un moyen privilégié pour favoriser le développement des compétences chez l'élève. C'est une façon différente d'apprendre. Les jeunes vont travailler sur un projet, vont prendre conscience du processus puis des étapes pour le réaliser. Il y a vraiment une réelle implication aussi des partenaires et de la communauté en salle de classe. Puis tout ça va vraiment permettre d'éveiller des passions chez les jeunes, découvrir, on en parlait tout à l'heure, leurs forces, leurs intérêts, parce que c'est pas juste des citoyens de demain, les élèves, c'est aussi des citoyens d'aujourd'hui qui sont capables de contribuer à leur communauté. C'est une façon pour les élèves de trouver des solutions à aux problèmes sociétaux, de faire une différence, de les engager également. Donc, on développe du leadership, on développe l'autonomie, la débrouillardise, la confiance, on les responsabilise, puis tout en pouvant aussi découvrir des compétences en gestion d'entreprise. Donc, c'est vraiment un milieu inclusif qui va permettre à l'élève de s'engager personnellement à l'intérieur d'un projet d'équipe, d'un travail d'équipe. Puis, les apprentissages qu'ils vont faire sont liés au programme d'études. Donc, ça peut être interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Donc, comme ça se passe pas juste en salle de classe, ces apprentissages-là, ils ont besoin du soutien de la communauté pour aller approfondir ces concepts-là. Donc, la communauté va se retrouver à appuyer des projets par leur expertise, en invitant les élèves dans leur milieu, par exemple, ou encore en donnant des ressources nécessaires pour la réalisation du projet. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de très particulier ici, au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a 3 districts scolaires francophones au Nouveau-Brunswick et 4 districts scolaires anglophones. Donc, du côté francophone, on a le district francophone nord-est qui va comprendre les régions de Campbellton, Bathurst et la péninsule acadienne. Donc, vous le voyez, là, la partie au nord-est, alors que le nord-ouest, on comprend Grand-Sault, Edmundston, Saint-Quentin et Kedgewick. Puis, le district sud qui va comprendre Miramichi, Moncton, Fredericton et Saint-Jean. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque district scolaire gère le fonctionnement de ses écoles, la gestion de ses programmes, des services et des ressources, puis la mise en œuvre du plan éducatif. Donc, ils vont vraiment veiller à tout le fonctionnement, finalement, qui est quotidien des élèves, des écoles, pardon. Donc, même s'il y a des services puis des programmes qui varient d'un district à l'autre, d'une école à l'autre, la qualité de l'enseignement, elle demeure. Donc, je vais vous faire un petit peu un topo des 3 districts rapidement. Donc, le district scolaire francophone Nord-Est a comme mission de permettre à chaque enfant et à chaque élève de vivre des succès éducatifs et à favoriser leur construction identitaire dès la petite enfance, et ça jusqu'à l'obtention du diplôme d'études secondaires dans des écoles communautaires inclusives grâce à un enseignement de qualité, formant ainsi des citoyens engagés. C'est un terme qui revient souvent, citoyens engagés. La vision, c'est que chaque enfant et chaque élève a des apprentissages diversifiés, signifiants et passionnants pour assurer leur réussite. Chaque district a sa propre mission et vision. Du côté du district scolaire francophone Nord-Ouest, qu'on le rappelle, ils vont vraiment couvrir la région de Kedgewick, Saint-Quentin, Grand-Sault, Edmundston. Ils accueillent, comme on peut le voir à l'écran, environ 5000 élèves francophones. Ils peuvent desservir jusqu'à un potentiel de 2100 enfants au sein de 60 garderies éducatives. Puis c'est vraiment grâce à des liens qu'ils ont tissés de façon serrée avec les familles et les communautés que les écoles peuvent compter sur différents partenariats pour vraiment bonifier l'apprentissage, pour favoriser toujours là la réussite éducative de leurs élèves. Donc, pour eux, leur vision, c'est que chacun soit un apprenant pour la vie. Puis la mission, c'est d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage. Le district francophone sud,
Eh bien, c'est le plus grand district de langue française au Nouveau-Brunswick qui couvre quand même un vaste un territoire qui va comprendre notamment les 3 plus grands centres urbains. C'est environ 15 000 élèves, plus de 15 000 élèves, dont 1200 sont issus de l'immigration. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a toute une série de services qui sont offerts et de ressources de développer pour appuyer l'accueil, l'intégration et l'inclusion des élèves nouveaux arrivants. Notamment un service d'agent de liaison famille-école au sein même des écoles pour justement favoriser accueil, intégration et inclusion. Puis leur slogan le dit vraiment bien, ici on change le monde, c'est ça la signature du District Sud. Donc elle évoque vraiment le potentiel des membres du personnel et des élèves de s'actualiser comme personne, mais également à faire une différence dans la vie des gens qui les entourent, dans la société, dans le monde. Donc, elle invite à oser rêver et à voir grand. Donc, j'ai mis des liens sur la diapo là, qui va vous permettre d'aller voir si vous voulez des renseignements. En fait, j'ai fait pour les 3 districts qui va vous mener vers leur site web pour en apprendre davantage sur les services qui sont offerts. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc les niveaux scolaires. Donc, on est vraiment de maternelle à la 12e année. Comment ça fonctionne? Ben, le système du Nouveau-Brunswick est le même en fait que le système du Canada, c'est-à-dire que l'éducation est gratuite, puis qu'on va commencer de la maternelle, ce que je pense certains de vous peut-être appeler la crèche, jusqu'à la 12e année. Et les niveaux scolaires sont divisés en 2 grands niveaux, soit primaire et secondaire. Donc, le volet primaire, c'est de la maternelle jusqu'à la 8e année, donc on dit environ 5 ans à 13 ans. Et après, normalement, ils vont changer d'école pour aller au secondaire, donc de la 9e année à la 12e année. Là, on parle de 14 à 18 ans. Donc, règle générale, les enfants du primaire vont commencer l'école vers les 8h, 8h30 jusqu'à 14h30. Ça varie d'une école à l'autre, mais aussi du côté du secondaire, ils peuvent être en classe là, jusqu'à 16h environ. J'ai vu des questions passer dans le chat tout à l'heure. Comment ça fonctionne, l'inscription? Bien, l'inscription va se faire une fois ici, parce que ça va vous prendre certains documents. Vous allez inscrire votre enfant à l'école la plus près de votre résidence et ça va vous prendre des documents aussi comme des preuves d'adresse. Donc, c'est vraiment une fois sur place que vous allez pouvoir montrer une preuve d'adresse. Puis, il y a différents, on le verra à la toute fin de la présentation, mais des organismes d'aide à l'établissement qui peuvent vous aider aussi avec l'admission. Mais ce que vous pouvez déjà vous imaginer avoir en main, à votre arrivée ici, on parle d'une copie d'un document officiel qui va décrire le statut de l'enfant, sa date de naissance, preuve d'immunisation, copie de tout document jugé pertinent pour le dossier de l'élève. Ça peut être des bulletins scolaires, passeport, certificat de naissance. Puis on va vous demander aussi le niveau scolaire, mais ça, on y arrive, puis la date d'entrée prévue. Puis, donc, c'est vraiment en résumé, une fois ici, vous allez inscrire votre enfant à l'école le plus près d'où vous allez vous installer. Puis, en ce qui a trait à la maternelle, ben, c'est vraiment, si l'enfant va avoir 5 ans, d'ici le 31 décembre, que là, vous pouvez l'inscrire à la maternelle. Donc, je parlais de placement scolaire. En fait, c'est simple. Ce qui détermine le placement scolaire, c'est l'âge de vos enfants. Donc, je vais vous montrer à la diapo suivante qu'est-ce que ça un comparatif là, finalement entre différents systèmes d'éducation, pardon. Mais on vous encourage d'apporter, je l'ai mentionné un petit peu dans la diapo précédente, mais d'apporter des relevés de notes aussi des écoles précédentes parce que ça pourrait permettre à l'école de mieux comprendre le cheminement parcouru de votre enfant et mieux adapter peut-être, puis mieux l'accompagner finalement dans son apprentissage. Donc, si vous voyez une comparaison, c'est sûr qu'on n'a pas pu, sachant tous les pays qui sont représentés ici, les inclure dans cette comparaison de système, mais au moins vous pouvez voir que finalement, la comparaison entre le Canada et le système français, l'Allemagne et certains autres pays, ne serait-ce que pour vous donner une idée. Mais vraiment, c'est en fonction de l'âge de vos enfants. Ensuite, chaque district a son propre calendrier scolaire. Donc, mais règle générale, l'école commence en septembre pour se terminer en juin. Puis, donc, il y a un calendrier qui va être remis aux parents en juin, mais qui se trouve toujours sur les sites web des districts. Puis, ça va indiquer s'il y a des journées spéciales comme des journées fériées, des journées parents-maîtres, des journées pédagogiques, administratives, etc.
Donc, c'est des calendriers que vous pouvez trouver dans le district qui regroupe l'école dans laquelle vos enfants iront. Et là, ben, le fameux transport scolaire, je pense que le fameux bus jaune, c'est quelque chose qui a marqué, qui semble en tout cas avoir marqué l'imaginaire. Ça fait ce qu'on me dit très nord-américain, mais on peut se prévaloir du service de transport scolaire gratuit si l'élève réside à l'intérieur de la zone de son école et est à plus de 1 km de son école pour la maternelle 5e année et à 1,5 km de son école pour le 6e à 12e année. Donc, vous aurez la chance, vos enfants auront la chance, sans doute, de pouvoir prendre le fameux bus jaune. Il y a tout plein de services qui sont offerts aussi pour appuyer l'éducation à tous les élèves, hein. On parle d'inclusion scolaire, donc c'est vraiment pour tous les élèves. Parmi ces services-là, on va trouver des enseignants ressources, des assistants en éducation, enseignants en littératie, en numératie, en actualisation linguistique, des conseillers en orientation, orthophonistes, psychologues, travailleurs sociaux. Donc, une panoplie de services vraiment pour appuyer les élèves là, dans leur apprentissage. Puis, les élèves nouveaux arrivants peuvent bénéficier d'un plan d'accueil et d'inclusion s'ils ont besoin d'appui supplémentaire. Et d'entrée de jeu, au départ, je vous ai mentionné qu'on avait des bons programmes d'actualisation linguistique. Certainement, ils vont varier d'un district à l'autre, mais de nombreuses écoles vont offrir des programmes d'enseignement du français comme langue additionnelle, des interventions individualisées, en français et langue additionnelle à tous les niveaux, puis des cours de français langue additionnelle. Puis c'est vraiment pour permettre aux élèves là, de bâtir et développer leurs compétences en français selon leur propre rythme d'apprentissage et leur propre style d'apprentissage afin qu'ils puissent s'épanouir tant sur le plan social que scolaire. La vie scolaire, c'est sûr que les 3 districts auraient tellement à vous partager de tout ce qu'ils font et tout ce qui est disponible pour les élèves. Je vais vous mentionner quelques éléments, notamment le programme de baccalauréat international qui est offert par 2 écoles du district sud. Puis le bac à l'international, c'est un programme d'études intensif qui est reconnu mondialement puis qui offre à des élèves engagés et débrouillards un véritable défi intellectuel. Puis ce cursus-là est vraiment reconnu et sanctionné par le diplôme, puis est offert à la communauté internationale. Donc, il y a plus de 4000 écoles dans 150 pays qui offrent le BI. Puis comme on le voit un peu sous forme de carte postale, il y a aussi beaucoup d'activités périscolaires et parascolaires. Donc, le personnel des écoles organise tout plein d'activités périscolaires et parascolaires pour permettre à vos enfants de développer ses compétences, ses habiletés et de s'amuser tout en créant un réseau social. Donc, il y a tout plein de clubs de sport. Encore là, ça va varier d'une école à l'autre, d'un district à l'autre. Mais à titre d'exemple, on peut parler d'athlétisme, de volleyball, de handball, de football américain, de badminton, gymnastique, etc. Donc, une panoplie de clubs de sport potentiels, d'équipes sportives scolaires. Encore là, je le répète que ça varie d'une école à l'autre. Aussi des communautés, comme on parle d'improvisation, théâtre, club d'échecs, concours de maths, troupe de danse, expo sciences, spectacle de talent. Donc, une variété d'éléments qui peuvent vraiment intéresser les enfants. Puis, il y a aussi le programme sport art-études qui est offert dans le district sud qui va permettre aux élèves du district de s'inscrire à un programme qui va allier études à un volet artistique ou sportif. Pardon. Puis, donc, c'est offert dans certaines écoles pour permettre aux élèves qui sont passionnés soit par les arts et les sports de se perfectionner dans leur domaine, tout en encourageant là, à conserver un niveau d'excellence là, dans leur étude. Donc, avant de clore la présentation, je voulais juste faire un petit clin d'œil au programme des élèves internationaux qui est géré par Place aux compétences. Ce programme-là, j'ai mis l'adresse sur la diapo, mais ce programme-là accueille plusieurs élèves depuis 2010, des élèves qui ont entre 13 et 18 ans, puis qui vont arriver ici. C'est une superbe façon d'apprendre à découvrir la province aussi. Ils vont être installés au sein de familles d'accueil francophones, fréquenter une école francophone. Puis, ça peut se faire sur différentes périodes, soit une pleine année scolaire ou encore un semestre ou peut-être 12 semaines selon la disponibilité.
Donc, ça peut vraiment permettre de permettre à vos enfants de découvrir aussi la belle province du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ce qui clôt ma part. Je pense, Stéphanie, tu allais prendre le relève pour cette diapo, mais c'est ce qui clôt ma part de la présentation sur le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Merci. Cette diapo, ce service-là, on va le voir à la fin. Là, je laisse la place à Chantal Barin, qui est l'association des parents francophones du Nouveau-Brunswick. Alors, bonjour, bonsoir, en fait, à tous. Très heureuse de me retrouver avec vous. Pour vous situer, l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'être la voix des parents voués à faire valoir leurs droits et leurs besoins. Alors, la réalité au Nouveau-Brunswick, c'est que, bon, oui, on est la seule province reconnue bilingue au Canada, mais Marie-Joëlle, est-ce que c'est possible d'éteindre ton micro, s'il vous plaît? Ça fait vraiment un son, merci. Alors, en fait, oui, on est la seule province reconnue bilingue au Canada. Environ le tiers de sa population est francophone et le 2 tiers est anglophone. Donc, le Nouveau-Brunswick, en excluant le Québec, est la province qui compte la plus importante proportion de francophones au pays. La présence des communautés, de la communauté à forte prédominance contribue à faire valoir les droits de tous les francophones, notamment en matière d'éducation et d'accès aux services. Nous agissons ensemble pour assurer la survie de nos communautés, quelle que soit leur réalité démographique et linguistique d'aujourd'hui. On fait vraiment rayonner la francophonie à l'intérieur de notre province, même dans certains milieux qui sont plus anglo-dominants, si je pense entre autres à Saint-Jean ou à Fredericton. Alors, l'école de langue française pour mon enfant, c'est un droit à préserver, mais c'est aussi un choix que l'on fait. Alors, au Nouveau-Brunswick, pour qu'un enfant puisse fréquenter l'école de langue française, si on est citoyen canadien, parce qu'on parle de parents ayant droit. Puis là, je vais simplifier ça parce que vous, à l'arrivée au Canada, vous ne serez pas en arrivant un citoyen canadien, ça viendra avec le temps. Mais lorsqu'au moins un des parents, en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, en soit une première langue apprise ou encore comprise est le français, ou a fréquenté l'école primaire ou secondaire de langue française au Canada, ou a eu un de ses enfants qui a fréquenté l'école primaire ou secondaire de langue française au Canada, va être reconnu comme un parent ayant droit. Alors, ce qui est intéressant pour les gens qui arrivent d'ailleurs et qui choisissent l'école de langue française pour leur enfant, c'est que la journée où vous deviendrez citoyen canadien, lorsque votre enfant deviendra un parent au Canada, il pourra se prévaloir de ce droit en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, c'est un privilège qu'on acquiert quand on fait ce choix de l'école de langue française. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est un droit que l'on peut perdre si on n'exerce pas ce privilège. Donc, ça voudrait dire que si, par exemple, j'arrive ici, je choisis l'école de langue anglaise, bien, éventuellement, mon enfant ne pourra pas se prévaloir de ce droit selon l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et va perdre ce droit à l'inscription de l'école de langue française pour ses enfants. Donc, on trouve que c'est quand même un élément très important à partager à vous qui viendrez peut-être un jour vivre ici au Nouveau-Brunswick.
j'aime bien aussi pouvoir vous mentionner que, particulièrement pour ceux qui choisiront de s'installer à l'intérieur du district scolaire francophone sud, on est quand même dans une communauté à prédominance anglophone, ce qui fait que j'ai envie de vous dire que le français s'apprend et puis l'anglais se prend ici au Nouveau-Brunswick. Alors, on a entendu beaucoup de parents issus de l'Europe francophone, entre autres, où ils se disent, on arrive dans une province bilingue, on va inscrire nos enfants à l'école de langue anglaise, mais sachez que votre enfant prendra l'anglais assez facilement dans les communautés à prédominance anglophone chez nous. Les services éducatifs, pour grandir et construire son identité en français et appartenir à cette communauté, j'ai envie de réfléchir quelques éléments avec vous. Pour construire son identité, l'enfant ou le jeune a besoin d'abord d'apprendre à se connaître à travers sa famille, bien sûr, d'être respecté et valorisé dans ce qu'il est, de pouvoir s'exprimer dans sa langue ou ses langues, de découvrir ses origines culturelles, d'appartenir à un groupe ou à une communauté, de faire des choix et de s'affirmer, puis d'avoir des modèles auxquels il peut s'identifier. Alors, vos enfants vont retrouver ces éléments-là dans notre système éducatif francophone au Nouveau-Brunswick. On l'a bien nommé, cet aspect d'inclusion que l'on retrouve autant dans nos systèmes de garderie éducative que dans nos écoles, vont contribuer au développement du sentiment d'appartenance. Et puis, vous, comme parents, vous aurez aussi l'occasion de participer à des activités qui vont vous amener à développer ce sentiment d'appartenance-là. C'est ce qui nous donne envie ensuite de s'accrocher puis d'y rester. Je pense que c'est un élément très important de développer cette appartenance-là dans cette nouvelle communauté d'accueil si c'est votre choix. Donc, je vous dirais que pour soutenir les enfants et les jeunes dans cette construction identitaire, ils ajouteront peut-être cet élément acadien et francophone à leur identité qui leur est propre déjà de leur pays d'appartenance. Ça sera de faire une place, on fait des places importantes aux arts, à la culture francophone, en favorisant des spectacles, en pouvant partager aussi des activités familiales qui vont être organisées par les services de garde, par l'école. Et puis, je crois que Stéphanie vous parlera des communautés d'accueil dans nos différentes communautés au Nouveau-Brunswick. On va aussi permettre à vos enfants de vivre des activités traditionnelles qui sont tout à fait d'ici, le tintamarre, qui est notre fête nationale, les sorties à la cabane à sucre, alors le sirop d'érable qui est ici, dont les familles profitent largement ici. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser la langue et la culture francophone pour affirmer vos choix comme parents en matière de langue et d'éducation. Alors, maintenant, l'Association des parents a développé un centre d'information communautaire qui permet de vous soutenir dans le choix d'une école francophone. Le centre d'info, c'est une structure d'accueil et d'accompagnement des parents et des familles dans une approche communautaire pour la promotion et le recrutement dans nos écoles de langue française. Mais je dis dans les écoles, mais en fait, je dirais dans tous les services éducatifs francophones. Ce centre offre de l'information en communauté et en appui aux parents, et ce, dès la petite enfance. Donc, on s'inscrit vraiment, notre travail à l'Association des parents s'inscrit vraiment du 0 à 21 ans, je dirais, parce qu'on soutient aussi le système éducatif francophone au niveau postsecondaire. Donc, vous avez des questions, vous n'êtes pas certain de bien saisir les services auxquels vous avez droit, vos enfants
enfants ont droit, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On se fera un grand plaisir de vous soutenir dans cette réflexion et le choix que vous pourrez faire. Merci. Alors, juste pour rappel, parce que je suis passée à travers le chat vite fait, ceci n'est pas une session pour le recrutement, pour de l'information, pour le programme d'immigration, donc nous ne vous répondrons pas. Pour tout ce qui concerne les procédures de recrutement, on vous redirigera vers des liens appropriés. Aujourd'hui, on traite vraiment de la question de l'éducation et de la petite enfance, donc on vous demandera de poser des questions uniquement dans ce sens-là, dans la partie Q&A, parce que ça nous permettra un peu plus de possibilités on va dire, de cibler vos questions. Je vous présente aussi ma collègue qui vient juste de nous rejoindre, qui est Sarah Azari. Elle est responsable des communications au réseau d'immigration francophone. C'est elle qui a organisé cette session d'information. Je vais lui laisser placer une petite présentation pour que vous puissiez la connaître elle aussi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Merci à tous d'être là. Je suis très contente de la participation. Merci à nos panélistes. Ce fut un plaisir de vous entendre et merci d'avoir accepté de nous donner toute cette expertise et de renseigner les gens sur un sujet qui est très important, à savoir la scolarité de leurs enfants. On voit beaucoup de messages d'appui et d'encouragement dans le chat. De par la qualité de la présentation, la qualité de l'enseignement. Les gens sont impressionnés par la qualité de l'enseignement, puis j'appuie également. Donc, je vous remercie pour toutes vos interventions. Nous avons quelques questions que j'ai sélectionnées sur le chat. Donc, il y en a qu'on a répondu en partie, il y en a qu'on a répondu complètement. La première question, c'est vraiment est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour accompagner les enfants anglophones ou allophones pour mieux apprendre le français? Parce qu'il y a des parents qui arrivent, dont les enfants sont allophones ou sont anglophones, mais qui souhaiteraient que leurs enfants apprennent le français, qui souhaiteraient inscrire leurs enfants dans les écoles francophones. Et est-ce que cela permet d'apprendre le français sans supprimer totalement l'anglais, quand l'anglais est leur langue maternelle? Et qu'est-ce qui se passe au niveau d'intégration par rapport à la langue en général et par rapport à l'équivalence niveau scolaire, etc.? Vous pouvez répondre de façon séparée. Est-ce que quelqu'un voudrait y aller? Ben, je vais peut-être commencer par la petite enfance, puis là, Marie-Joëlle continuera. OK, super. On va du plus petit au plus grand. C'est ça. Alors, pour la petite enfance, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez puis vos enfants ont 2, 3 ans, 4 ans, il y a des programmes de francisation qui pourront permettre là, de vous aider, vous et votre enfant, à apprendre le français. Alors, c'est des groupes de jeux où l'apprentissage de la langue se fait. Évidemment, si vous les inscrivez en garderie éducative, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'ils seront immersés dans la langue française. Il y aura aussi de la francisation à l'intérieur de ces programmes-là. Évidemment, comme ce que je peux dire par rapport à est-ce qu'il va conserver l'anglais? Certainement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur des murs de la garderie ou dans la communauté, souvent l'anglais est plus présent, donc l'enfant va continuer à l'entendre. Mais c'est sûr que de franciser le plus tôt possible va être un atout pour que quand il va arriver à l'école, ça sera plus facile pour lui de poursuivre ses apprentissages en français. Alors, si vous avez des jeunes enfants de moins de 5 ans, alors une grande suggestion de ma part, c'est de certainement regarder au programme de petite enfance autour de vous à votre arrivée pour voir comment déjà vous pouvez développer l'apprentissage de la langue française pour votre enfant. Marie-Joëlle, tu veux y aller? Oui, ben, je dirais qu'en addition à ça, certainement au niveau du scolaire, il y a le français langue additionnelle. Donc, ça va dépendre d'une école à l'autre, la forme que ça va prendre. Ça peut être des petits groupes, ça peut être une classe, ça va vraiment varier. Mais il y a différents services qu'on appelle actualisation linguistique, là, mais francisation, qui vont permettre aux allophones d'acquérir le français. Puis, ils vont pouvoir aussi suivre les cours d'anglais, continuer avec l'apprentissage de l'anglais, sachant que certaines régions sont majoritairement
sont anglophones en majorité. D'autres régions sont plutôt francophones, mais il y a des cours d'anglais à l'école aussi et tout ça. Puis ça reste une province majoritairement anglophone, donc je pense qu'on peut se permettre de s'imaginer acquérir les deux langues assez facilement à l'intérieur de l'éducation francophone. Merci beaucoup. Chantal, voulais-tu Je rajouter, me s'il te permettrais plaît? quand même de vous rassurer de ce côté-là, parce que quand on se retrouve on a choisi un système éducatif francophone, vos enfants vont vite acquérir la langue s'ils ne l'ont pas déjà. C'est vraiment beau à voir, là. Moi, j'en ai été témoin, là. Le fait de vivre en français va vite les amener avec l'apprentissage de cette langue. Puis les services de francisation sont vraiment extraordinaires, autant au niveau petite enfance qu'au niveau scolaire. Donc, soyez rassurés si vous faites ce choix que votre enfant saura bien. Puis éventuellement, il contribuera peut-être à vous-même comme parent apprendre plus de vocabulaire en français. Merci beaucoup, mesdames. Merci on vous le rassure aussi parce qu'on a beaucoup ces questions, puis qu'il s'agisse des enfants ou des parents qui arrivent, qui ne parlent pas forcément la langue, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour vous permettre une intégration. Puis on vous encourage à continuer à vivre en français pour ceux qui le vivent déjà en français, parce que les services sont là. Vous avez le droit de les demander, que ce soit au niveau de l'éducation de vos enfants, qu'au service dont vous pouvez, qui vous sont offerts chaque jour au niveau gouvernemental ou public. Oui, demandez votre service en français. Donc, il y a une deuxième partie de la question qui est par rapport à l'équivalence du niveau scolaire. J'imagine que ça dépend des pays, mais est-ce que l'une de vous veut se prononcer là-dessus? C'est-à-dire que, en fait, la question, c'est par rapport à est-ce que l'enfant qui arrive va aller dans le même niveau scolaire que dans son pays d'origine? Oui, ben comme je l'avais mentionné dans la présentation, puis j'imagine on vous a tellement envoyé d'informations que ça doit être difficile de tout retenir, mais c'est vraiment en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, dans la présentation, il y a un espèce de comparatif avec certains des systèmes d'éducation, qu'on parle du système français ou quelques autres, pour permettre de voir à quel niveau, en quel niveau se retrouvera votre enfant. Mais ça se fait vraiment en fonction de l'âge de votre enfant. Ça nous emmène à une question qui est aussi par rapport à l'intégration de l'école. Quand les enfants arrivent, par exemple, pendant le 3e trimestre, en avril, est-ce qu'ils peuvent suivre les classes respectives ou il y a au niveau des évaluations et des examens d'entrée à faire pour trouver la classe et le niveau de chacun? Donc, tu avais dit que c'était par rapport à l'âge. Mais quand on arrive en plein milieu de l'année, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la scolarisation des enfants? Ben, les enfants vont entrer à l'école après leur inscription, donc ils vont entamer leur éducation aussitôt inscrits. Merci. Donc, notre prochaine question, c'est par rapport au contenu du programme d'éducation. Vous avez beaucoup expliqué, mais est-ce que les parents peuvent avoir accès avant d'arriver au programme d'éducation, au curriculum, etc., juste pour avoir une idée ce qui est offert à leurs enfants? Alors, pour la petite enfance, comme j'ai dit dans ma présentation, il y a un lien que ça c'est écrit, le curriculum éducatif expliqué aux parents. Alors, ils pourront aller cliquer là puis voir en gros ce que ça comporte. Alors, oui, certainement, c'est accessible. Il y a sur notre site Web, il faut fouiller un peu, là, il est un petit peu difficile à trouver. Alors, c'est pour ça que j'avais mis le lien. Et puis moi, je rajouterais que c'est sûr que sur le site du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, on va retrouver les programmes d'études, on va retrouver plein d'informations là, sur l'éducation au Nouveau-Brunswick, mais je vous encourage à aller sur le site des districts scolaires francophones parce que vous allez retrouver beaucoup d'informations, voir un peu comment ça fonctionne. Et je vous renverrai notamment vers le guide à l'intention des nouveaux arrivants qui a été créé par le district francophone Sud, qui comprend toute une panoplie d'informations qui permettent de mieux comprendre le système finalement. Donc, il y a des ressources qui existent, qui sont à votre disposition. Rien de central pour l'instant, mais on y travaille. Mais il y a des ressources comme le site du ministère et encore aller voir sur les sites des 3 districts scolaires francophones.
Merci beaucoup. Donc, prochaine question, c'est par rapport à une personne qui parle que son fils est hyperactif avec un trouble de la concentration. Je sais qu'il y a plusieurs enfants qui en souffrent. Et est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour la prise en charge des petits avec ce genre de trouble? Ben, si on parle au niveau préscolaire, ben, nous, on va l'accueillir, puis on va voir comment on peut l'appuyer en termes de soutien. Lorsque je parlais du programme d'intervention précoce tout à l'heure, ça pourrait être certainement un programme que la famille pourrait accéder, ou encore en garderie éducative si l'enfant va là. Aussi, les éducatrices sont habituées quand même. Ici aussi, on a des enfants qui ont les mêmes défis, alors ils vont être inclus, puis on va trouver ensemble avec les parents des pistes de solutions ou des ressources. Ouais, c'est ça le mode inclusif. Mais j'ai peut-être envie d'ajouter là-dessus, Jodie, si tu permets, que dans certaines situations, si l'enfant a un diagnostic précis, il pourra bénéficier, puis là, ça, c'est vraiment du cas par cas, mais il pourrait bénéficier d'une aide qui sera un peu plus disponible. Je vous avouerai quand même que nos ratios ici au Nouveau-Brunswick sont vraiment très intéressants, donc très peu d'enfants pour une seule éducatrice dans le 0-5 ans. Donc, ça permet quand même une approche là, de proximité avec l'enfant. Mais s'il y a vraiment des défis très particuliers, ben, on pourrait imaginer qu'une éducatrice va lever la main puis éventuellement chercher à ajouter une ressource dans son groupe en vue de soutenir cet enfant. Merci beaucoup, mesdames. Il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport au taux d'échec scolaire dans les écoles francophones. Est-ce que c'est une information dont vous disposez? De façon générale, le taux d'échec, Oui. non. Non, ok. Il y a une personne qui demande pour la petite enfance, la maternelle est à 5 ans, dévolue au 31 septembre ou avant. Donc, première question. Et comment est-ce qu'on peut bénéficier des cours prénataux? Okay. Premièrement, c'est jusqu'en décembre, nous, alors c'est janvier en décembre qui est l'âge. Alors, si l'enfant a 5 ans, le 23 décembre, ben, peut-être que là, il y aurait des discussions à décider s'il veut envoyer l'enfant un peu plus tôt, mais mais de façon générale, c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre. Pour les cours prénataux, c'est les centres de ressources familiales qui ont le mandat. Aussi, il y en a dans les hôpitaux de chacune des régions de la province là, où on peut accéder aux cours prénataux. Ça fait partie des soins de santé aussi qui sont publics au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Il y a aussi une personne qui demande, Chantal, j'imagine que c'est à toi que ça s'adresse, un petit peu plus de précision sur l'article 23 et ses avantages. Si tu peux repréciser, réexpliquer ça, s'il te plaît, ce serait très apprécié. OK. Alors, au Nouveau-Brunswick, un enfant peut fréquenter l'école de langue française lorsqu'au moins un de ses parents a des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est le cas même si l'enfant ne maîtrise pas le français au moment d'entrer à l'école. Alors, comment on sait si on est un parent ayant droit? Ben, c'est si la première langue que j'ai apprise et que je comprends encore est le français, ou si j'ai fréquenté une école primaire de langue française au Canada, ou un de mes enfants a fréquenté l'école primaire ou secondaire de langue française au Canada. Ça, c'est pour tout citoyen canadien. Donc, lorsque les gens arrivent de l'extérieur, ben vous avez le privilège du choix de l'école selon les compétences linguistiques, etc. Et puis, éventuellement, c'est le parent qui est ayant droit. Ce n'est pas l'enfant qui est ayant droit, c'est le parent. Donc,
si vous faites le choix de l'école de langue française pour votre enfant, la journée où dans votre cheminement d'immigration, vous arriverez à décider de devenir un citoyen canadien, ce qu'on va souhaiter, on va souhaiter que vous restiez dans notre communauté, bien, à ce moment-là, ça voudra dire que vous allez offrir à votre enfant le privilège d'être un parent ayant droit la journée où lui-même aura des enfants. Donc, il aura fréquenté l'école de langue française, ça sera peut-être sa première langue apprise encore comprise. Sinon, il aura fréquenté l'école primaire ou secondaire ici chez nous. Donc, il y aura la possibilité d'être un parent ayant droit et de faire bénéficier ce privilège-là à ses enfants plus tard. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, si ça répond bien à la question qui est posée. C'est un peu complexe à essayer de simplifier une loi de la Charte canadienne, mais je pense que ce qui est important à retenir ici, c'est vraiment l'idée que c'est un droit à l'éducation en français et puis que si éventuellement on n'exerce pas ce droit-là, ben, les générations suivantes pourraient perdre ce droit s'ils n'ont pas été inscrits à l'école de langue française. Donc, je trouve que c'est pour les parents, très souvent, on voit ça comme un grand privilège. Tout à fait. Merci beaucoup, Chantal. C'était super bien expliqué. De toute façon, on peut toujours, les personnes peuvent toujours revenir vers nous pour avoir plus de détails. On peut toujours leur envoyer l'information pour qu'ils puissent eux-mêmes aller se documenter, aller sur les sites, etc. Mais c'était très important d'aborder ce point. Ma prochaine question, c'est une question d'ordre technique. Quand est-ce que l'année commence et quels sont les horaires de cours? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais je vous laisse répondre parce qu'elle est revenue Oui. encore. Ben, ça va varier. L'école va commencer en septembre jusqu'à juin. Généralement, c'est après la fête de la Reine, la première semaine de septembre, mais ça varie d'une année à l'autre, là. Puis, pour les calendriers scolaires, on vous invite à aller voir les sites des districts scolaires francophones comme ils varient d'un district à l'autre. Donc, vous allez pouvoir consulter l'horaire de l'année, voir s'il y a des journées pédagogiques, s'il y a des journées parents-maîtres, voir s'il y a des journées de congés fériés, etc. Puis c'est aussi là s'il y a des journées qui sont faites, si l'école est fermée pour cause de tempête, parce que ça nous arrive ici avec les hivers qu'on connaît. Donc tout ça, vous allez pouvoir trouver sur le site, sur les sites des districts scolaires francophones. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Quel est l'effectif standard dans les classes par rapport à petite enfance, ensuite quand on va dans le système primaire puis secondaire? Alors, quand tu veux dire effectif, tu veux dire le nombre d'enseignants? Le nombre d'élèves, oui. Oui, alors pour la petite enfance, pour les nourrissons, là, les plus petits bébés, ça va être une éducatrice pour 2 pour les moins de 1 an, puis ensuite une pour 3. Ensuite, pour les 2 ans, là, il me semble que c'est 1 pour 7 ou 1 pour 6, quelque chose comme ça. Je m'excuse, là, je ne m'attendais pas à cette question-là. J'aurais dû y voir. Puis ensuite, à 3 ans, ça va monter. Et à 4 ans, ça va être 12. Et après ça, pour les après-classes, 5 ans à 12 ans, c'est un maximum de 15. Merci beaucoup, José. Marie-Joëlle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les classes? Ouais, puis juste un petit correctif. Tantôt, j'ai dit la fête de la Reine, mais c'est plutôt la fête du travail, le début septembre. On a plusieurs fêtes ici, des fois, on se mélange. Donc, là, on demande combien d'élèves par classe à peu près? C'est Oui. ça la question? Oui, en moyenne. Ouais, ça varie, je dirais, mais je sais pas les chiffres. Je pense que c'est entre 25 et 28, là. Ça dépend selon l'âge des enfants. Les groupes vont varier selon l'âge là, des enfants. La question s'adresse surtout. Si ma mémoire est bonne, c'est une enseignante de maternelle de 5 ans, disons, jusqu'à la 2e année. Les première, 2e année, on parle d'une enseignante pour 22 et puis ensuite, on passe à 28 au secondaire. Je crois que ça peut aller jusqu'à 29. 29, merci. Merci beaucoup, mesdames. Oui, je pense que sa réponse, c'est surtout l'effectif maximum dans les classes.
puis c'est ça, c'est entre 28 et 29. Il y a beaucoup de personnes qui demandent par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Je sais qu'on a beaucoup appuyé sur ce point, que vous avez toutes appuyé sur ce point dans vos présentations par rapport au fait que l'anglais s'apprend, même si on est dans une école francophone. Mais il y a des personnes qui demandent spécifiquement dans quelle année est-ce que les enfants commencent à apprendre l'anglais dans les écoles. Troisième ou quatrième année, ça peut varier selon les régions de la province. Mais troisième, quatrième année, là, ouais, c'est ça. Ou quatre, cinquième, ça dépend vraiment, mais c'est autour, je dirais, entre la troisième et la cinquième année selon la région dans la province. Merci. Il y a beaucoup de questions de parents qui demandent est-ce qu'ils peuvent entamer, tu en as parlé tout à l'heure, Marie-Joëlle, tu as dit que ce n'était pas possible d'inscrire de l'extérieur parce qu'il faut une adresse sur place, etc., pour pouvoir entamer les inscriptions. Mais il y a des parents qui demandent comment se renseigner avant. C'est-à-dire que quand ils sont chez eux, comment se renseigner, comment est-ce qu'on peut contacter, si on arrive en visite exploratoire, comment est-ce qu'on on entre en contact avec les écoles pour les visiter, rencontrer des personnes pour avoir de l'information? Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en visite exploratoire. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font beaucoup de recherches avant de venir et qui arrivent avec une idée de où ils veulent placer leurs enfants. Il y en a qui s'installent en fonction de ça aussi. Donc, qui contacter et comment? Oui, ben déjà, la meilleure ressource, ce sont les districts scolaires francophones. Ce sont vraiment eux qui vont pouvoir peut-être coordonner, si vous êtes en visite exploratoire, parce que peut-être que ça va reprendre à un moment donné, coordonner une visite à l'école, aller rencontrer les gens qui s'occupent des écoles et des admissions. Donc, vous référez vers les sites des districts scolaires francophones. Puis je vous rappelle que le district francophone sud, comme ils accueillent beaucoup de nouveaux arrivants, ils ont développé des outils. Donc, allez sur le site, il y a le guide de l'intention des nouveaux arrivants. Il y a aussi une adresse courriel sur laquelle vous pouvez écrire notamment. Donc, contacter les districts scolaires. Mais déjà, c'est de savoir aussi, en fonction, tu sais, de savoir dans quelle région vous allez vous installer dans un premier temps. Si vous allez occuper un emploi, que l'emploi est à Edmundston, vous allez regarder du côté du district nord-ouest. Si l'emploi est à Tracadie, vous allez regarder du côté du district scolaire nord-est, et ainsi de suite pour le district sud aussi, c'est la région du sud. Si vous n'êtes pas certain que vous avez une résidence permanente et que c'est aléatoire, bon, ben là, je vous incite à aller sur les 3 districts puis aller vérifier. Mais ça va vraiment dépendre de la région dans laquelle vous pensez aller vous installer déjà, pour déterminer le bon district à entrer en contact. Merci beaucoup. Moi, je tiens juste aussi à rappeler, pour toutes les personnes qui souhaitent s'installer au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup d'informations qui est très spécialisée pour contacter les districts, etc. Mais vous avez accès aux centres et associations d'accueil qui, eux, peuvent vous aiguiller et vous dire qui contacter directement. C'est-à-dire qu'il y a partout dans la province, on a beaucoup de centres et associations d'accueil qui sont capables de vous donner des services d'accueil et d'établissement. Donc, ils vont s'occuper de votre installation. Ils vont vous diriger vers les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre ou association d'accueil en fonction de là où vous souhaitez venir. Pour avoir cette information, n'hésitez pas à aller sur notre site web riflb.ca. Vous avez accès aux adresses et informations des districts scolaires. Vous avez accès aussi aux associations et centres d'accueil, dépendamment des régions. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. Puis nous, on se fait toujours un plaisir de rediriger les personnes vers les centres et associations d'accueil en fonction des régions. Donc, des fois, on reçoit des messages un petit peu spécifiques. Quand on sait où est la région, on peut déjà vous diriger vers quel district et vers quel centre et association d'accueil. Les services sont là, ils vous sont offerts gratuitement, donc profitez-en. On a aussi, il y a une question pour toi, José. Est-ce qu'il y a des formations à distance en petite enfance? Bon, OK. La formation de base qui est nécessaire pour travailler comme éducateur, éducatrice à la petite enfance dans les garderies éducatives, c'est le 90 heures que le ministère offre si l'éducatrice n'a aucune formation postsecondaire, collégiale ou universitaire dans le domaine de l'éducation à la petite enfance. Alors, ça, c'est gratuit, c'est offert par le ministère, c'est en ligne. Par contre, je n'accepte pas tout de suite aucune personne parce qu'on est à former le personnel actuel dans les garderies.
Fait qu'on ne va pas accepter de demande d'inscription à la formation si la personne n'a pas encore un emploi en vue et qu'il y aurait une lettre qui démontre qu'elle a un potentiel d'emploi déjà dans une garderie au Nouveau-Brunswick. Par contre, si vous avez cette lettre-là avec vous, que vous savez, vous allez déménager au Nouveau-Brunswick sous peu et vous avez postulé et vous avez été embauché par une garderie éducative, à ce moment-là, oui, on pourra vous donner accès avant que vous arriviez à la formation du 90 heures. Il y a un curriculum éducatif aussi, alors il faut faire la formation aussi. La formation collégiale au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui est celle qu'on reconnaît comme ministère comme formation collégiale, elle s'offre en mode virtuel. Alors, il faudra faire vos démarches auprès de cette institution-là pour savoir c'est quoi les frais d'inscription et tout ça. Mais pour le moment, c'est ce que je peux répondre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci, c'est parfait. On a pris la question. Oui. Je rajouterais juste quelque chose. C'est sûr que dans le webinaire qui nous concerne en ce moment, on se concentre vraiment sur le système d'éducation dans son ensemble et pas lié à l'emploi. Par contre, comme je sais que plusieurs d'entre vous continuent d'écrire des questions liées à l'emploi, on a certains documents qu'on pourrait peut-être vous partager aussi qui donnent l'information sur la certification des maîtres, sur la petite enfance qu'on a préparée. Donc, sans répondre ici aux questions, on pourrait envoyer aux participants ces deux documents-là qui pourraient intéresser les enseignants et les éducateurs et éducatrices en petite enfance. Merci beaucoup, Marie-Joëlle, pour la précision. Nous tenons également à rappeler que nous sommes là pour répondre aux questions en dehors du webinaire, même les questions qu'on ne peut pas répondre tout de suite, nous sommes là pour y répondre. Il y a des questions par rapport, on a répondu par rapport aux modalités d'intégration pour le système éducatif, que ça dépendait de l'âge, mais les questions reviennent par rapport au fait est-ce qu'il y a un niveau, est-ce qu'il y a une analyse d'acquis, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une chance pour un enfant qui arrive d'être dans un niveau supérieur parce qu'il a passé ses examens puis qu'il réalise, ou bien qu'on reste toujours vraiment par rapport à l'âge. Puis également, comment ça se passe pour la petite enfance en modalité d'intégration? Est-ce que c'est par tranche d'âge aussi pareil? OK. Première question pour Marie-Joëlle, deuxième question pour José. Ouais, dans un premier temps, l'enfant va être placé en fonction de son âge. Après ça, par contre, l'enseignant est sensible à chacun de ses élèves et va pouvoir évaluer en cours de route un petit peu la progression de chaque élève et de voir s'il y a besoin d'adapter le niveau, etc. Mais donc, il y a possibilité, ça va dépendre de chaque enfant, mais c'est vraiment à l'enseignant de déterminer en fonction des résultats d'apprentissage, en fonction de son évolution, sa progression, s'il est au bon niveau ou si ça peut être ajusté. Pour la petite enfance, eh bien, c'est pour tranche d'âge. Et puisque le curriculum éducatif est vraiment basé sur l'unicité de l'enfant puis la pédagogie de jeu, ça ne fait pas de différence parce qu'on va aller avec l'intérêt de l'enfant puis on va le motiver dans l'endroit de son développement où il est rendu à ce moment-là. Alors, on va cheminer avec lui par différentes pédagogies de jeu pour stimuler ses intérêts puis continuer de cheminer avec lui dans son éveil à la lecture, à l'écriture, à la numératie, etc. Alors, il faut juste... fait que oui, ça va être par tranche d'âge parce que nous, il y a une composante quand même santé et sécurité des enfants qui est pris très sérieusement dans les normes d'ouverture d'une garderie éducative. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus rigide en termes de catégorie d'âge, là. À moins que votre choix se tourne vers les garderies de milieu familial, parce que là, on se retrouve dans un multi-âge. Exactement. Merci, Chantal. J'avais oublié celui-là. Oui, exactement. Comme Chantal dit, c'est sûr que si on est dans une garderie plus familiale, alors là, vous pourriez avoir tous les groupes d'âge là, dans le même groupe, qui est un atout dans un sens, parfois, parce que ça fait permettre les multi-âges, les échanges, s'ils sont aussi riches.
On a beaucoup de questions par rapport aux régions au Nouveau-Brunswick qui est la plus adaptée pour les personnes. Puis, je vais commencer parce que nous, au niveau de RIF, on se fait souvent poser cette question. Je suis francophone, où est-ce que je m'installe? Je veux devenir bilingue, où est-ce que je m'installe? Ça dépend bien évidemment parce qu'il y a des régions. Le plus gros conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas juste vous concentrer sur les grandes villes et vous dire que oui, tous les immigrants vont là-bas, les opportunités sont là parce que les opportunités existent également ailleurs. Puis, y a vraiment beaucoup de potentiel dans les petites régions aussi. Donc, informez-vous. N'hésitez pas à nous poser des questions spécifiques pour les régions. Comme j'ai dit, contactez les centres d'accueil. Donc, je vous laisse répondre par rapport à l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la région quand on est francophone et qu'on a envie que notre enfant grandisse dans un environnement francophone? Moi, je vous dirais que ça dépend de votre projet, ça dépend d'où vous voulez vous installer. Si vous arrivez encore là avec votre résidence permanente et vous avez le choix de vous installer n'importe où, ben alors c'est de vérifier la vitalité de la région, vérifier les intérêts de vos enfants. Est-ce qu'il y a un club de sport qui concerne si votre enfant a une expertise ou un intérêt, une passion spécifique dans un sport ou en art et culture, peut-être vérifier à ce niveau-là, aller en fonction des intérêts, besoins de vos enfants. Mais je vous dirais que partout en province, on a des communautés qui sont extrêmement dynamiques et prêtes à vous accueillir. Puis comme Sarah, tu l'as mentionné, il y a des services, des organismes d'aide à l'établissement partout dans la province qui peuvent vous aider dans votre projet d'installation et tout ça, vous mettre en connexion communautaire, créer des ponts avec la communauté d'accueil. Fait que je pense que ça dépend vraiment de votre projet, de vous renseigner. Le site du RIF propose des partages de l'information sur la province. Il y a le site de la Fédération des communautés francophones acadiennes, la FCFA, qui partage aussi. Il y a des liens avec le RIF aussi, des liens qui donnent l'info sur le Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est de se renseigner si vous n'êtes pas lié à un emploi, déjà déterminer une région précise, ben, c'est de vérifier ce qui vous intéresse le plus. À savoir la province, est-ce qu'on est entouré d'eau presque, on a la forêt partout, on a 80% boisé, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aimez la mer, vous aimez vivre dans une communauté plus francophone, plus petite, plus grande. Je pense que c'est à vous à faire vos devoirs parce que ici, clairement, vous allez trouver de tout pour tous les goûts, là. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Chantal, il y a beaucoup de personnes qui demandent pour les écoles bilingues. Est-ce que tu peux faire juste un petit rappel par rapport à la dualité dans l'éducation puis le système éducatif francophone? Ben, en fait, on a des écoles de langue anglaise, on a des programmes d'immersion et on a les écoles de langue française. Donc, c'est la variété de ce qui est proposé dans le système. Alors, il y aura quand même des évaluations linguistiques qui se feront. Puis, corrige-moi, Marie-Joëlle, si je me trompe, parce que c'est une grande question importante. Donc, pour une famille allophone, c'est-à-dire où on n'a ni le français ni l'anglais, vous pourrez choisir l'école de votre choix finalement. Donc, et puis votre enfant prendra soit l'anglais ou apprendra le français selon ce que vous aurez envie de choisir pour votre enfant. Pour les familles francophones, bien, comme on vous a dit, bien sûr que moi, je serais tentée de vous suggérer de garder l'école de langue française parce que comme on est quand même avec une population majoritairement anglophone, votre enfant l'apprendra l'anglais parce que je sais que c'est souvent une préoccupation. Hein, on veut que nos enfants soient bilingues pour le travail plus tard. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui nous concerne comme parents. On veut le meilleur pour nos enfants. Cela dit, si vous arrivez et que vous êtes de langue anglaise, vous pourrez choisir l'école de langue anglaise. Éventuellement, vous pourrez choisir les programmes d'immersion. Alors, le programme d'immersion est un programme de français langue seconde. Alors, c'est un peu ça. Il y a plusieurs cours qui seront offerts en français, mais toute la documentation parents, etc., c'est quand même en anglais que ça se passe de ce côté-là. Puis là, peut-être que Marie-Joëlle, tu veux complémenter. Oui, ben en fait, la politique d'admission sur la langue, la politique 321, s'il y en a qui veulent aller lire davantage sur le sujet, sur la loi, dans la loi qui est inscrite dans la loi sur l'éducation, dit que c'est selon les compétences de l'enfant
qui va déterminer si on va dans le secteur anglophone ou dans le secteur francophone. Les écoles bilingues n'existent pas, écoles francophones ou anglophones. Oui, il y a l'immersion, mais l'immersion n'est pas éligible pour les enfants francophones, donc c'est pas une option. Donc, c'est vraiment, c'est seulement pour ceux qui maîtrisent l'anglais qui pourront aller acquérir la deuxième langue dans le secteur anglophone. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir ça. Donc, la politique, je le rappelle, d'admission dit que c'est en fonction des compétences linguistiques de l'enfant. Donc, mais un rappel aussi que comme on vit dans un milieu majoritairement anglophone, l'anglais, Chantal l'a mentionné à plusieurs fois, à plusieurs reprises, José aussi, dans certaines régions, on cohabite plus, à tous les jours, on aura à utiliser l'anglais. Dans d'autres régions, un peu moins, mais par contre, à travers le système d'éducation, on a des cours d'anglais, notamment des cours d'anglais intensifs, qui vont permettre l'acquisition de l'anglais et de consolider le bilinguisme finalement par l'entremise des écoles francophones. Donc, c'est maintenir et avoir accès à une éducation de qualité en français tout en pouvant aller acquérir l'anglais pour faciliter là, le bilinguisme. Puisqu'on en a parlé, est-ce que l'une de vous peut expliquer brièvement ce que c'est un programme d'immersion? Non, moi, je ne m'avancerai pas parce qu'en fait, le programme d'immersion, c'est du côté du secteur anglophone, puis nous aussi, on est pour parler du secteur francophone. Mais juste en gros, pour les les élèves qui parlent uniquement l'anglais et qui n'ont pas de compétences en français, peuvent être éligibles au programme. Mais je pense que ce n'est pas l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Ok. Dernière question qu'on va prendre aujourd'hui parce qu'il est déjà 27, c'est les matières qui sont enseignées. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre? J'imagine que non parce qu'il y a primaire, secondaire, etc. Mais est-ce que toutes les matières sont dispensées en français? Oui, sauf les cours d'anglais, sauf les cours d'espagnol. Mais oui, toute l'éducation se fait en français. Puis si vous voulez aller voir c'est quoi les programmes d'études, les curriculums, programmes d'études, les cours qui sont offerts tant au primaire qu'au secondaire, vous y avez accès à cette liste sur le site du gouvernement, donc du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Ne faire qu'une petite recherche et vous allez avoir accès aux différents programmes d'études. La même chose. Tu viens de répondre la même chose. José, vas-y, excuse-moi. Oui, la même chose pour les garderies éducatives. Le service va être offert en français aux enfants. Mais par contre, si le parent veut être communiqué en anglais, bien, à ce moment-là, la garderie va s'adapter pour encadrer la famille. Mais sinon, le service à l'enfant va être en français. Mais on va quand même célébrer la culture. Alors, ça ne veut pas dire, qu'on ne va pas célébrer la culture de cet enfant-là, puis célébrer la diversité qui se trouve à l'intérieur d'une garderie éducative. Mais c'est vraiment au niveau de la langue, ça va être le français qu'on va utiliser. Merci beaucoup, José. Marie-Joëlle, à travers ta réponse, tu as répondu à une autre question qui était une troisième langue. Tu as parlé d'espagnol. Donc, est-ce qu'il y a d'autres langues qui sont enseignées? Pas pour l'instant. À ma connaissance, c'est l'anglais, le français, puis il y a des cours d'espagnol au choix. Parfait. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à tout le monde. Ça dépend Oui, des écoles secondaires. Je crois qu'il y a des écoles secondaires qui ont diversifié leur offre de cours de langue. On va retrouver l'espéranto, entre autres. Alors, tout dépend là, de l'école de votre de choix, mais ça sera davantage au niveau secondaire. Merci beaucoup, mesdames. On a d'excellents commentaires sur le chat. Tout le monde est très, très, très content d'avoir pu avoir autant d'informations des experts dans le domaine. Je vous remercie énormément d'avoir participé. Je tiens à rappeler à tout le monde que ce webinaire est enregistré et qu'il sera publié sur notre YouTube. Donc, nous vous invitons à les revoir à tête reposée. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci énormément à tous les participants. Merci à Stéphanie d'être là pour ton merveilleux mot de bienvenue. Et encore, merci aux panélistes qui nous ont éclairés, donné beaucoup d'informations aujourd'hui. On espère vous revoir très bientôt. Merci, mesdames. Merci tout le monde. Un dernier petit message pour les personnes qui sont hors Canada ou même les nouveaux arrivants qui sont dans la province. Il ne faut pas oublier qu'il y a des services qui sont en place et il n'y a pas uniquement des centres d'accueil qui fournissent des services aux nouveaux arrivants. Vous avez une liste de ces services et des organismes qui donnent ces services aux nouveaux arrivants gratuitement sur le site du RIF. Donc,
Au niveau de l'intégration et l'établissement, c'est large. Ce n'est pas uniquement les centres d'accueil. Donc, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a l'employabilité aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site Internet, puis surtout à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Voilà. J'ai mis sur le chat tous nos membres et j'ai mis aussi un guide et service que nous avons sur notre site web. Comme ça va être plus simple pour tout le monde d'aller directement. Puis, vous allez voir que l'accompagnement est là. Il se fait en français. Profitez-en. Merci beaucoup tout le monde. Un plaisir de vous accueillir. À bientôt. Merci. Plaisir de vous rencontrer. Merci, au revoir. Merci, mesdames.